D'ailleurs, deuxième partie, il y a quelques instants, Alberto Toscano suggérait au président d'attendre, de courber les chines. Tout le monde parle, mes amis, des municipales. Et moi j'ai envie de savoir, Mustapha, est-ce que ce ne sera pas trop tard après les municipales ? Oui, tout le défi qu'affronte actuellement François Hollande est de pouvoir tenir jusqu'au municipal, ne pas sombrer encore plus. Bien sûr, un certain nombre de voix s'élèvent maintenant. Nous avons entendu Marine Le Pen, il y a eu Jean-Louis Borloo, il y a eu François Bayrou. Ils disent que le temps est venu que la parole soit redonnée au peuple français à travers des réélections. Bien sûr, les centristes et l'extrême droite ont un intérêt, bien sûr, stratégique et politique à ce que les jeux soient rebattus maintenant. Est-ce que, d'ailleurs, je vous coupe, les municipales, ce sera peut-être pas l'occasion de donner la parole aux Français ? Est-ce qu'ils ne vont pas confondre municipal et rejet mais le problème pour François Hollande, c'est que s'il attend jusqu'au municipal, eh ben, les socialistes, la gouvernance socialiste, les symboles, les icônes de socialisme, ils vont pouvoir payer un prix très cher. C'est vrai qu'on s'est dit hors antenne que les enjeux, c'est beaucoup plus les villes symboliques comme Paris, comme Marseille, mais l'approche, les socialistes vont devoir payer. S'il ne fait aucun pas symbolique et politiquement fort d'ici les municipales, la facture risque d'être très, très dure à payer pour les socialistes. D'autant qu'en termes d'élection, il y a belote-rebelote, municipale européenne. Oui, et je crois que la droite, surtout l'extrême droite, mais aussi les centristes, vont utiliser les municipales pour dire, voilà, c'est un moment où la base peut s'adresser directement au président, et même si l'enjeu souvent est local ou communal, on va quand même, le signal va être certainement interprété comme étant un référendum anti-Hollande. Est-ce que les municipales ne risquent de pas se... Et alors Hollande gagnera. Et alors Hollande gagnera, parce que les municipales seront jugées sur la base des villes les plus connues. Or, Bordeaux et Marseille sont à droite et pourraient passer à gauche. Donc, les socialistes doivent garder Lyon, et ils garderont Lyon, qui est une ville très bien administrée. Ils garderont Lille, qui est bien administrée. Paris, c'est plus délicat, mais si les socialistes arrivent à garder Paris, alors ils diront, François Hollande sera à mesure de dire, les Français m'ont donné... Oui, mais la France n'est pas Paris, Alberto, ou la France n'est pas seulement les grandes villes. Mais Paris vaut bien une messe. On se rappelle de ce maire qui était changé dans le sud de la France, ça fait la une des journaux. Le fait qu'il y a ceux qui sont, mais même en région parisienne, ceux qui ont quitté le PS. Quand il y a une seule élection, oui. Et quand il y a des municipales sur la France entière, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde Paris, Lyon, Lille, Si tu as 800 des gens du FN qui rentrent dans les conseils municipaux dans toute la France, ça va être interprété comme la vague bleu marine. En tout cas, Christophe, François Hollande a besoin urgemment de bonnes nouvelles pour tenir jusqu'au municipal. Mais vous en voyez, parce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais le chômage n'est pas une bonne nouvelle. On ne peut pas dire qu'on est vers un renversement de tendance. Et c'était quand même son pari. Ça suffirait la fin des mauvaises nouvelles. Pour ça suffirait à être une bonne nouvelle. Même l'affaire des otages aurait pu être une bonne nouvelle pour lui. Alors on va en reparler dans quelques instants. Effectivement, vous avez raison de cette affaire des otages. En revanche, je voudrais qu'on regarde quand même une séquence. On va rester bien évidemment sur ce dossier important qui est celui du président François Hollande. Mais le président Hollande, cette semaine, a quand même marqué un but. Je vous propose ces quelques images. Le président qui marque, qui fait preuve d'autorité, je veux bien sûr parler de la taxe des 75% et de la grève des grands clubs français, des clubs français même. Que pensez-vous de ce sujet et surtout de la fermeté du chef de l'État ? Eh oui, c'était les grands titres. La fermeté de François Hollande. Vous voyez, les bonnes nouvelles, elles arrivent à un moment donné. C'est ça, Alberto. C'est, moi, entendre le président des équipes de football millionnaires, milliardaires, qui disent « nous devons nous mobiliser », comme si c'était la CGT, me fait un peu rire. Mais ceci dit, le verdict viendra bientôt. Parce que si la France, l'équipe de France de bleu, serait éliminée par l'Ukraine, tout le monde dirait que c'est la conséquence. Oui, mais c'est fallacieux. Qu'ils ne se sont pas engagés pour réagir à la décision de l'Élysée de ne pas effacer l'impôt sur les 75% pour les footballeurs. Alors, on va écouter quelques responsables sportifs, ceux qui vont faire grève ou qui vont demander à leurs joueurs de faire grève, et on continue, Mustapha, avec vous juste après. Il ne nous a absolument pas
entendu. Aucune solution n'a été trouvée ce soir. Par conséquent, notre mobilisation continue. Il nous reste un mois pour convaincre, et je pense qu'en un mois, on peut convaincre. On a été écouté, il y a eu des dialogues, mais on n'a pas été entendu, donc c'est vrai que à ce titre-là, c'est une première défaite, mais voilà, le dialogue et notre mouvement doit continuer pour se faire entendre. Merci Monsieur Labrune. Voilà un vrai commentaire sportif, Moustapha. Sur le fond de l'affaire, bien sûr, Hollande se trouve pris dans une espèce de piège. Il a passé son temps, depuis un certain temps, à imposer des taxes pour la classe moyenne. Et voilà qu'il s'attaque aux gros revenus. Sauf qu'elle peut remettre en cause un certain nombre d'équilibres qui gèrent le monde du football. Les clubs se plaignent de ne pas être compétitifs à l'avenir pour avoir un football de haut niveau. À l'échelle européenne, sauf les clubs qui sont largement financés, voire qui appartiennent au Qatar. Ouais. Et donc Hollande risque, sur ce dossier-là aussi, de devoir à un moment ou à un autre revoir sa copie et reculer. Parce que les enjeux financiers sont tels que imposer 75%, même si logiquement on doit le faire. Mais le signal politique à un monde du football qui est en train de se recomposer, de faire une concurrence internationale pour avoir des clubs de haut niveau en France, eh ben, Hollande risque aussi d'être obligé de... Vous pensez que ce jusqu'au boutiste, enfin, sur un dossier, sur un sujet qui est certes pas le plus sensible, ça peut pénaliser, grosse différence entre le PSG, Monaco et Auxerre, par exemple. On joue pas dans la même division, même si sur le papier, oui. Ben, certainement. Alors, c'est vrai, c'est que les gros clubs, ils font énormément de chiffre d'affaires. Ils peuvent se permettre d'acheter des joueurs à des sommes absolument faramineuses, et les petites équipes vont plutôt souffrir. Sauf que sur l'ensemble de la somme, c'est moins que 1%. Et que moi, je trouve c'est quand même assez honteux que ces grands footballeurs, là, sur leur deuxième million qu'ils vont gagner, ils seront obligés pendant 2 ans de payer des taxes. Hein, la solidarité avec leurs fans, je trouve, ça en manque énormément. Là, François Hollande ne peut pas reculer. S'il recule devant les footballeurs, et s'il recule sur la question de 75%, même d'ailleurs un pot qui existe à titre provisoire, il perdra vraiment beaucoup de ce que lui reste de sa crédibilité. Sur le 75%, Hollande, le président Hollande, doit tenir absolument. C'est un sujet difficile ou ça fait sourire comme un sujet assez facile? Moi, ce qui m'a intéressé, en termes de fermeté, ce qui m'a intéressé un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision internationales qui appellent et qui se disent « Ah bon, il n'y a que la grève en France pour s'exprimer, même les millionnaires s'expriment en termes de grève. » C'est ce qu'on disait tout à Il y a l'heure. eu plusieurs grèves du football italien. Et donc cette culture de la grève intéresse... mais ça s'est fait aussi aux États-Unis, hein, la grève des grands sportifs. Et moi j'ai été frappé par une comparaison qui a été dite par quelqu'un, j'ai oublié lequel. Elle dit le football c'est des smicards qui applaudissent des millionnaires, en fait. Ouais. C'était ça le... Eh bien, on verra justement si les smicards se sentent pénalisés par cette grève des millionnaires. Je voudrais une réaction assez rapide sur ce qui pourrait s'apparenter, même s'il y a eu quelques excuses derrière, sur un dérapage. Il est signé Marine Le Pen. Écoutez. J'ai trouvé cette extrême réserve étonnante, j'ai trouvé leur habillement étonnant. Les deux qui portaient la barbe taillée d'une manière qui était tout de même assez étonnante. Tout ça, voilà, je pense que ça mérite peut-être quelques explications de leur part, parce que c'est vrai que ça a laissé, je crois, une impression étrange aux Français. Vous croyez vraiment que ce genre de propos mérite le moindre commentaire? Non, aucun. Étonnant ces propos de Marine Le Pen, ou comme le signale un titre qui va apparaître à l'antenne, chassé de naturel, il revient au galop. Moi je crois que Marine Le Pen, depuis un certain temps, était en train de grignoter une espèce d'espace symbolique et politique à la droite et à la gauche. Et là, avec cette bourde, elle a ouvert un angle d'attaque extrêmement important qui a permis à la droite de lui tomber dessus. Il faut voir les déclarations de Jean-François Copé sur ça, et qui montre le vrai visage du Front National, même sous Marine Le Pen, avec la comparaison du singe et de Taubira. On a commencé il y a quelques semaines. Maintenant, avec cette... C'est pas Marine Le Pen qui l'a faite. Oui, mais c'est le Front National. Mais maintenant, avec la déclaration... C'est une personne du Front National.
La vérité, il faut dire la vérité. Avec cette comparaison, cette idée subtilement proposée par Marine Le Pen. Donc moi je crois que la gauche et la droite traditionnelle ont trouvé là un angle d'attaque pour un peu l'affaiblir et faire découvrir son vrai visage devant l'opinion française. Stéphane. Surtout que c'est elle, en faisant marche arrière un petit peu après, à parler d'une instrumentalisation de cette affaire. Ben non, c'était elle qui a essayé d'instrumentaliser l'affaire des otages. On s'en propose. La seule d'ailleurs. Et elle seule. Et d'ailleurs, et si c'est vrai que cette histoire de Sanji avec qu'une députée là, qui a fait marche arrière aussi, donc c'est vrai, ça fait marche arrière. C'est ce qu'elle a essayé de faire, cette diabolisation du Front National. Ça casse le maquillage en fait. Anna, oui, ça c'est bien comme réflexion. Anna, ça casse le maquillage. Oui, c'est vrai. Vous demandez ça à une fille. Justement, venant d'une femme. Oui, mais on a vraiment l'impression que sur Twitter, il y avait toute cette vague de déclarations qu'elle regardait un peu trop Homeland, cette série américaine, inspirée d'une série israélienne où des anciens prisonniers dans des camps musulmans de djihad avaient quand même été instrumentalisés pour faire des attentats aux États-Unis. Et on a l'impression que c'est ça qu'elle a voulu faire éveiller dans le psychisme des Français, sauf que pas tout le monde n'a la chaîne de télé où ça a passé cette série. Donc je pense que ça a été un peu loupé là. Marine Le Pen a fait une bourde, une super bourde. Inconcevable et injustifiable ce qu'elle a dit. Mais je pense qu'il faut voir les raisons qui poussent le Front National et Marine Le Pen aujourd'hui à avoir cette position, c'est-à-dire faire parler d'elle-même. Elle fait tout pour faire parler d'elle-même, au prix de faire ce type de déclaration absolument inconcevable. On verra seulement à la fin si ce type d'attitude, qui est sans doute exécrable, peut être rentable du point de vue électoral. On le verra aux européennes du prochain juin. Elle revient à son fonds de commerce, ce qui est immigration, islam et insécurité. En fait, elle va prendre la place de son père dans l'imagerie française, alors qu'elle voulait absolument... C'est ce qu'elle voulait pas. Voulait absolument se démarquer de lui. Je voudrais qu'on finisse très rapidement sur les salauds et les salopes. Vaste débat qui a occupé cette fin de semaine, bien sûr. Il n'y en a pas à pétition cette table. intitulée « Touche pas à ma pute ». Il n'y en a pas à cette table. Je voudrais qu'on termine justement avec Anna. Que pensez-vous de ce que l'on voit à l'antenne, de ce manifeste ? Écoutez, puisqu'on n'a pas le temps, je ferai bref. Ces 343 messieurs iront sur le trottoir chercher leur fille, attendre qu'elle finisse avec un client à l'avenir pour aller déjeuner avec elle. Oui, un mot. Un réflexe de testostérone qui est mal tombé pour se dire ils sont c'est pas mal tombé, ils sont tirés un gros coup de... C'est un phénomène de caste écœurante. Et l'attitude juste est celle de frapper le prosélytisme. L'ennemi dans une société normale, moderne, juste, est le prosélytisme. Contre le prosélytisme, le gouvernement doit être inflexible. Le reste, on peut discuter. On a des pays en Europe qui ont fait des choix différents. Mais le prosélytisme est l'ennemi des droits de la femme et des droits en général des êtres humains dans une société moderne. Il faut juste souligner que ce manifeste était normalement signé de 343 messieurs, 19 effectivement au total, moins 1. Monsieur Nicolas Bedos a fait machine arrière, chacun appréciera. Et pour terminer sur ce sujet, je vous conseille de lire Salaud de Pacotti. C'est un très bon papier d'Isabelle Alonso. Grosso modo, messieurs, en ayez ou pas, ou alors fermez-la. Merci beaucoup mes amis, merci à vous de nous regarder. Je vous souhaite un excellent week-end. À très vite.